13 heures, le bonheur. Mon invité est un acteur, un écrivain, un comédien, moitié parisien, moitié savoyard, un parcours vraiment magnifique, un début de carrière aussi vraiment génial, avec plein de petites anecdotes. Nous allons le retrouver tout de suite. Je suis très heureux de retrouver justement Monsieur Antonin Véram. Véram. Bonjour Frédéric. Comment tu vas? Comment allez-vous? Pardon, excusez-moi. Oh bah très bien, je vais très bien, je suis ravi d'être ici. Ça me fait merci d'être venu justement, dans ce studio pour parler de vous, pour cette carrière qui est déjà bien prometteuse. J'ai toujours peur de m'ennuyer, donc faut remplir le temps qui passe. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça? Ça doit être ça. Vous savez pas vous ennuyer? Non. Et dès que je finis un projet, je m'assois sur mon canapé, comme ça je prends une tasse de café, je me dis qu'est-ce que je fais maintenant? Alors justement, vous êtes né en Savoie, oui, à la Motte-Servolex, à côté de Chambéry. Oui. Quels sont vos souvenirs d'enfance justement? Parce que vous êtes encore jeune, mais il y a quand même des souvenirs marquants. Oui, j'ai un souvenir. Moi, ce qui m'a marqué toute mon enfance, c'est le lac du Bourget. J'ai grandi au bord du lac, qui a inspiré Lamartine. Alors moi, ça m'a inspiré différemment, mais j'ai grandi au bord de ce lac. Mes parents avaient un appartement à 5 minutes du lac à pied, et donc pour moi, c'est les baignades l'été, la brume le matin. Le lac gelé l'hiver, c'est vraiment ce lac et ces cafés qui le bordent et ce port et tout ça. Pour moi, c'est vraiment le lac du Bourget. Pourtant, je suis dans un pays de montagne et les montagnes m'ont marqué, mais surtout le lac du Bourget avec Aix-les-Bains et toute cette ville thermale. Voilà, les bords du lac sont un souvenir vraiment doux à mon cœur. En fait, vous aviez la montagne, la mer, la culture. Oui, le bien-être. J'avais tout, le lac, les montagnes, des théâtres, parce que dans la région Rhône-Alpes, il y a beaucoup de tournages, beaucoup de théâtres. Oui. Donc c'est une région que j'affectionne tout particulièrement et que je retourne souvent. Moi, j'ai toujours dit, quand viendra l'heure de la retraite, donc dans bien longtemps, si j'en ai, j'aimerais finir mes jours tranquillement au bord du lac, qui m'a vu naître. Oui. Ouvrir les volets le matin avec le lac à l'horizon et voilà. Mais on revient toujours en vieillissant, on revient toujours à ses origines, on revient toujours dans son pays natal. Oui. Après, ça dépend où on est né. Moi, par exemple, j'ai un ami, je sais pas, il vient de Saint-Étienne, je sais pas s'il a très envie de retourner à Saint-Étienne. Quoique ça peut être très sympa à Saint-Étienne, je ne critique pas. Mais il faut dire que certaines régions ont quand même plus de cachets que d'autres. Et justement, pour vous initier au théâtre dès l'âge de 8 ans, qu'est-ce qui vous a transmis cette passion? Vos parents, un ami, ou c'est une transmission de vous-même? Vous avez été chercher, creuser? Alors, il y a deux choses. Ma maman est animatrice à Radio France et donc je l'accompagnais beaucoup sur ses plateaux d'enregistrement. Et donc, il y a beaucoup d'artistes qui défilaient à son micro. Et moi qui regardais depuis les coulisses, je trouvais ça quand même magnifique comme métier de pouvoir chanter, de pouvoir danser, de pouvoir jouer à la comédie, de pouvoir... Donc déjà, ça me titillait. Et puis ensuite, il y avait les Disney. J'ai eu une grande influence des Disney. Tous les classiques, les 100 Dalmatiens, Blanche-Neige, enfin tous les princesses, les méchantes, les contes de fées. Et à la maison, une fois le dessin animé terminé, je m'amusais à rejouer les scènes dans le salon. Donc j'allais chercher une paire de talons à ma mère, un manteau à mon père, et hop, je rejouais les scènes des Disney avec magie. Oui, ça me fascinait. Je pouvais regarder en boucle tous les jours un Disney. Une fois qu'il était terminé, j'allais refaire les scènes sur ma terrasse dehors, voilà, et mon univers devenait le mien. Et donc je pense que c'est devenu là l'envie de jouer, l'envie de vivre autre chose. Donc il y a quand même une transmission familiale. Oui. Et puis des parents très ouverts à la culture. Mon père est musicien, il fait de la guitare. Alors il était commercial, mais il a toujours eu une passion pour la guitare, donc je l'ai toujours entendu jouer de la guitare. Ma mère était animatrice radio, j'avais une grand-mère qui était couturière, donc quand même bercé. Un milieu artistique, du moins ouvert à l'art. En tout cas, c'est normal que vous tombiez sur la scène du théâtre dès 8 ans. Vous avez suivi des cours pendant 3 ans.
Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça vous a en fait appris ces cours quand vous étiez tout jeune? Les tout premiers cours que j'ai pris, c'était à la Maison des Jeunes et de la Culture, j'avais 7 ans, et c'était des cours de théâtre, et là je me suis révélé. C'est-à-dire que j'étais un petit garçon qui n'était pas forcément très bien dans sa peau, un petit garçon qu'on jugeait différent, qui n'avait pas les mêmes styles vestimentaires, pas les mêmes Vous aviez pas confiance en vous en fait? Pas du tout confiance, puisque je n'arrivais pas à m'identifier à d'autres garçons de mon âge. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas comme moi et je n'étais pas comme eux. Donc forcément, la confiance, voilà. Mais le théâtre me permettait d'inventer des histoires, de jouer d'autres personnages, d'enfiler un costume, d'être éclairé, de disparaître, de faire disparaître Antonin pour faire naître un personnage. Donc ça très tôt, ça m'est venu. J'ai fait beaucoup de formations, parce que j'ai commencé à 7 ans, j'ai terminé ma formation à 20 ans, j'ai fait plusieurs écoles, que ce soit à Paris, en Savoie, des conservatoires, et donc j'avais une soif d'apprendre. Pour moi, on peut avoir du talent dans quelque chose, on peut être un très bon pâtissier, on peut être un très bon, voilà, mais le talent ne suffit pas. Il faut polir le diamant, faut le diamant. Il faut le travailler. Il faut le travailler. J'ai eu cette soif d'apprendre et d'écouter, d'observer, d'améliorer. En fait, en regardant, vous apprenez vous-même aussi à la fois. Énormément. Parce que les cours sont importants, mais aussi de regarder une émission, un film, la façon de faire et de transmettre exactement. En 2016, vous rejoignez le Festival d'opérette d'Aix-les-Bains, aux côtés de Pierre Sibille, dans l'auberge du Cheval Blanc, La vie parisienne et les contes d'Hoffmann. Donc, comment s'est fait cette rencontre justement avec Pierre Sibille? Ça, c'était ma première école, on va dire, de la vie. Pierre Sibille, c'était, alors aujourd'hui, on n'en parle plus trop, mais dans le milieu de l'opérette, c'était un grand monsieur. Tout à fait. C'est pour ça que j'en parle, parce que Pierre Sibille, on l'a un peu oublié, mais c'est quand même un grand personnage. C'était un grand personnage. Il a beaucoup œuvré pour l'opéra, l'opérette à Paris et dans la France entière. Bien et sûr. à Aix-les-Bains, il y a un grand casino qui s'appelle le Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, où il y avait ce festival lyrique qui était un des derniers festivals lyriques à ramener sur une semaine presque 900 personnes par soir. C'était énorme. Les gens venaient, les papis-mamies fans d'opéra, venaient faire leur cure à Aix-les-Bains sur la période du festival, et le soir, ils sortaient voir les 3 opérettes qui jouaient 3 soirs de suite. Voilà. Et ils cherchaient des jeunes. Il fallait rajeunir un peu la moyenne d'âge sur scène. Et donc moi, gentiment, j'ai postulé. Je me souviens qu'il m'a regardé, il m'a dit: est-ce que tu sais chanter? J'ai dit bah non. Il m'a dit: est-ce que tu sais danser? J'ai dit bah pas vraiment. Est-ce que tu sais jouer la comédie? J'ai dit ça oui. Il m'a dit: bon bah t'as qu'un point sur les 3. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais il m'a dit: t'as une gueule, t'as un physique, t'es mignon, les petites vieilles vont t'adorer, mais par contre ça va être intense, tu files au grenier. Tous les jours tu vas aller répéter les pas de danse, tous les jours tu vas aller faire la chauffe vocale avec les solistes et les chœurs, et donc ça a été une école quoi, et je me suis pas posé la question. Donc sous 40 degrés j'allais dans le grenier répéter avec les danseurs, je descendais l'étage du dessous, il y avait les choristes et le piano, les maîtres de chœur qui étaient hyper durs et tout, parce que tu chantes faux, reprends, tu chantes faux, reprends, jusqu'à ce que je chante juste. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans avec eux, et ça a été une vraie école. Comment vous l'avez rencontré? Pierre Sibille, j'ai rencontré par une femme que je connaissais, qui faisait partie du spectacle, quoi, qui travaillait pour lui, et qui m'a dit: il faut absolument que je te présente Pierre Sibille, il descend de Paris à telle date, il faut que tu le rencontres, voir s'il veut de toi. C'était lui le patron, donc voilà. Et donc il m'a renouvelé sa confiance jusqu'à son décès sur ses 3 derniers spectacles, et j'ai eu la chance donc de côtoyer Frédéric Varda, et la nièce d'Agnès Varda, David Eguren, qui a joué dans Les Producteurs de Michalik, qui a joué dans Le Roi Lion, qui a une sacrée carrière. Et je me souviens qu'ils m'ont vraiment accueilli comme le petit bébé de la bande. J'étais même pas majeur, et ils m'ont formé. Et en tout cas, c'était un défi pour vous? C'était un défi parce que je savais pas chanter, je savais pas danser, je savais jouer la comédie, mais jouer du théâtre à l'opéra, à l'opérette, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, c'est pas le même jeu. Mais aujourd'hui, je pense que si c'était à refaire, je pense que j'aurais très peur. À ce moment-là, j'ai pas trop eu peur, j'étais plutôt excité par l'idée. Je me suis dit: mais c'est génial ce concept, il faut que je le fasse à fond. Aujourd'hui, j'aurais peur. À ce point-là? Qu'est-ce qui vous ferait peur en fait? Ben, je sais pas si quand c'était ma première expérience, finalement, je me suis dit: c'est ça ou rien, quoi. On est un petit peu, quand on est jeune, on est un petit peu inconscient des fois. Ah bah là, avec le temps, on dit: oh attends, je vais pas me... Totalement. Et je me souviens que donc les opérettes, ça durait bien 2h20, 2h30 avec le rappel. Et je me souviens normalement, il fallait plusieurs jeunes pour faire tous les rôles, tous les seconds rôles qu'il y avait. Il y avait beaucoup de changements de costumes. Et ils n'avaient pas trouvé assez de jeunes. Donc ils m'ont dit: c'est pas grave, tu feras plusieurs rôles. Et donc je me souviens que j'avais jusqu'à 7 changements de costumes. À tel point que les loges étaient, donc il y avait la scène,
il y avait les loges au-dessus, et j'avais pas le temps des fois de remonter jusqu'à ma loge, donc j'avais un placard à balai derrière la scène, mais vraiment le placard à balai. C'est comme les Miss France. Hein. Ah ouais, un placard à balai, oui c'est ça, sauf que j'avais pas de maillot de bain. Il n'y avait pas de maillot de bain. Et donc j'avais un placard à balai derrière la scène, une espèce de truc, il fallait que je change, donc je passais du ramoneur au garçon de café, du garçon de café au maître de garde, du maître de garde, et je me changeais comme ça, et voilà. Évidemment, j'avais pas un rôle assez important pour être une costumière, donc je me revois galérer à tout mettre. Mais c'est des bons souvenirs. Oh, j'ai adoré. C'est des bons souvenirs d'être. Et j'ai retrouvé les DVD il y a pas longtemps, parce que ça sortait en DVD après. Et là, en Savoie, on déménage, et donc je retombe sur ça, et donc j'ai remis, ça a 10 ans quoi, donc j'ai remis le DVD, et je me suis revu flottant dans les costumes, parce que j'étais tout mince, mais j'ai beaucoup ri. Oui, mais qu'est-ce que ça vous a apporté justement de revoir tout ça? L'évolution. L'évolution, puis surtout j'ai une petite fierté. Je me suis dit, écoute, peut-être, je sais que l'opérette, bon, les gens trouvent ça un peu désuet maintenant, ce que je peux comprendre, mais j'ai été fier de faire partie de ces classiques. De ces classiques. C'est important. C'est important, c'est des classiques importantes. On passe tous par là, en tout cas quand on est au théâtre. Vous êtes admis au Conservatoire d'art dramatique d'Aix-les-Bains. Vous voyez votre premier classique, l'opéra de Katsu de Lavarde, et après vous avez fait Lavarde, Fred. Il vous apporte, vous débutez ces pièces en classique. Pour vous, vous êtes prêt à les refaire? Alors, j'ai jamais été un grand fan des classiques. Mon amour a toujours été la comédie ou le théâtre contemporain. Voilà, j'ai jamais été. J'adore aller voir des classiques au théâtre, mais je suis pas un grand fan des classiques. Pourtant, le conservatoire, on est obligé. Hein, c'est le principe du conservatoire. Tout à fait. Et je me souviens que j'avais dit au prof, moi jouer des classiques, je trouve que je suis tellement typique que si on me fait dans un classique, les gens vont rire, quoi. Je vais être risible. Il m'a dit, fais-moi confiance. Et je me souviens qu'on a joué l'opéra de Katsu en tournée, on a fait Lavarde, on l'a fait Phèdre, qui avait un joli succès. Avec une jolie mise en scène. Il y avait des comédiens de tous les âges, hein, évidemment, parce que si on avait tous 18 ans, on ne peut pas faire ça, donc il y avait un peu tous les âges. Et donc on a monté ces pièces qui étaient du semi-professionnel, puisqu'on était en cours de formation, mais avec les moyens des pros, puisqu'on nous destinait à faire ce métier. Donc je me souviens d'une toute une équipe de régisseurs, de théâtre, d'auditorium, donc voilà. Tout ça a été des moments marquants. Mais vous débutez ces pièces classiques, est-ce qu'aujourd'hui vous serez prêt à les refaire? Oui, oui, j'adore. Avec plus de confiance? Avec plus de confiance, oui. Et même mieux, je les ferai mieux. Et qu'est-ce que vous pourriez transmettre aux jeunes en rapport à cette expérience qui veulent démarrer? Eh bien, qu'il faut se confronter à tous les styles. C'est vrai que des fois, il y en a, c'est la tragédie, d'autres, c'est la comédie, puis du coup, on reste un peu enfermé dans une case, mais... S'adapter. Et puis, quand on est en cours de formation, il faut pouvoir saisir l'instant présent. L'instant présent et toutes les opportunités de tous les styles. Jouer un classique, un méchant, un gentil, voilà. Il n'y a pas de hasard, de toute façon. Quand on nous transmet quelque chose ou qu'on nous ouvre une porte, il faut y aller. Oui. Et à fond. Il y a un moment où vous rencontrez quelqu'un, Line Renaud. Vous vous considérez comme votre grand-mère de cœur. Comment est née cette forte complicité en fait de cette rencontre avec Line Renaud? C'est un petit peu la rencontre de ma vie. C'est la rencontre. Je vois la photo, ça me touche beaucoup de voir cette photo que j'affectionne énormément. On s'est rencontrés sur le tournage de Meurtre à Bride-les-Bains, où elle jouait pour une production de Dominique Besnéard. Et comme un journaliste, un ami de ma mère, était envoyé faire un reportage sur Line Renaud en tournage en Savoie, j'ai accompagné le journaliste, et pendant que le journaliste vadrouillait sur le plateau, interviewait les comédiens et tout, je me suis glissé jusqu'à la loge de Madame Line Renaud, j'ai toqué, elle m'a dit d'entrer, elle était seule dans sa loge, elle répétait son texte, je me suis présenté, on s'est mis à discuter, et là c'est la magie du destin. Elle a eu un coup de cœur, moi j'en avais déjà eu un, mais elle a eu certainement une attache très forte pour le petit garçon que j'étais, et le mois d'après j'étais à son anniversaire pour ses 90 ans. Quel beau témoignage en tout cas, quelle belle rencontre en fait. C'est quelqu'un que vous n'oublierez jamais en tout cas. Jamais, et puis on se voit régulièrement, je l'ai au téléphone, je sais que le dimanche ou le lundi vers 17h je lui passe un coup de fil, voilà, il y a une complicité qui est née, puis c'est toujours mon chéri, je t'aime, on se rappelle, c'est toujours très bienveillant, c'est vraiment une femme bienveillante et humaine, très humaine, et surtout elle a donné les ailes au petit garçon que j'étais. Oui. Elle m'a autorisé à croire,
espérer. Et justement, croire en tes rêves. À la suite, vous écrivez votre premier livre, un témoignage, Crois en tes rêves, qui retrace votre histoire d'amitié avec Lynn Renaud, justement. Exactement. Un choix, une évidence pour vous? Eh bien, en fait, c'est ce livre qui s'appelle Crois en tes rêves, mes rencontres avec Lynn Renaud, qui est sorti, je ne sais plus l'année, mais qui est sorti il y a quelques années maintenant. Je tenais un journal intime, un cahier où je retraçais toutes de notre première rencontre, nos rendez-vous, son anniversaire, nos sorties, tout ça, tous les moments, les dîners. Et je retraçais des répliques qu'elle m'avait dit, des citations, des conseils. Parce que je m'étais dit qu'un jour je serais peut-être grand-père et que Lynn Renaud, j'espère qu'on s'en souviendra, mais rien n'est gravé dans le marbre. Et donc je m'étais dit, je voudrais pouvoir raconter à mes petits-enfants ce que j'ai vécu avec Lynn Renaud. Et j'ai un ami qui était mon directeur artistique et qui est toujours un ami, chorégraphe, qui s'appelle Mathieu Barucan, qui a lu ce journal intime et qui m'a dit, mais attends, au-delà du journal intime, il y a une histoire déjà atypique. Il y a comment un petit garçon différent s'est mis à croire en ce qu'il était, grâce à une dame. Et puis le choc des générations. Une qui a fait carrière, l'autre qui doit faire carrière. Voilà, les deux qui se mélangent. Et donc, on a fait éditer ce livre et à une grande surprise, on a été médiatisé beaucoup, France 3, France Bleu, on a fait beaucoup de médias. Le livre s'est bien vendu, beaucoup plus que ce que j'imaginais. C'était vraiment une surprise. Moi, je me suis dit, mais qui ça va intéresser? J'ai reçu beaucoup de courriers de jeunes différents qui me remerciaient de leur avoir donné espoir et de s'assumer, de personnes plus âgées qui me rappelaient des souvenirs avec Lynn Renaud qu'ils avaient vu en revue. Voilà, donc ce livre a été le début de l'aventure de ma vie. C'est une consécration. Et pour vous, Lynn Renaud, c'est aussi la défense avec le SIDAction. Ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais l'oublier, cette marraine du SIDAction. Ouais. Bah oui, puis en étant souvent avec Lynn, j'ai vu beaucoup d'images d'archives et je me souviens d'une image d'archive qui m'a vraiment marqué. C'est la première fois qu'elle parle du mot sida à la télé, qu'elle dit le mot sida, VIH, la tête des gens sur le plateau, comme si elle avait dit une horreur, une insulte, comme s'il y avait eu un drame. Voilà, et donc le combat n'est pas terminé. Et puis moi qui suis un homme homosexuel, je sais aussi combien le sida est dangereux et combien il a emporté des nôtres. Voilà. En tout cas, on a drôlement amélioré. Bien sûr. On ne meurt plus de sida, non. On n'en guérit pas. Mais on n'en guérit pas. Exactement. Et donc en 2020, vous êtes élève au Conservatoire d'art dramatique de Chambéry. Les cours sont importants pour vous. C'est une base pour vous, une formation. On revient à vos débuts. Votre parcours scolaire s'est révélé compliqué. On vous a diagnostiqué la dyslexie. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce qui vous a fait battre en fait tous ces soucis à cette époque? Eh bien, la dyslexie, on découvre ça, et je sais que tu vois ce dont je parle, puisqu'on en a parlé hors antenne. La dyslexie, je voyais mes copains, mes camarades apprendre à lire beaucoup plus rapidement que moi. Et moi, je buguais sur les mots, les lignes s'interposaient, enfin, c'était très compliqué. Et je comprenais pas pourquoi. Et la prof disait, mais il doit pas assez bosser à la maison, on va lui remettre des devoirs. Et pourtant, je passais des heures et des heures, mais rien ne rentrait, rien ne... Donc, je finissais par désespérer, créer une phobie scolaire affreux. Jusqu'à ce que ma mère me dise, mais tiens, il bosse, il n'y arrive pas, du moins pas à la même vitesse que ses camarades, il doit y avoir autre chose. Et je remercierai jamais autant ma mère d'avoir eu cette intelligence d'esprit, d'ouverture et d'intelligence pour son petit garçon. Et donc c'est là où on m'a diagnostiqué une forte dyslexie. Et c'est non pas que je ne peux pas lire, c'est que du coup la méthode de lecture qu'on m'enseignait n'était pas la bonne. Et donc j'ai eu la chance de suivre une pédagogie Montessori. D'accord. De Maria Montessori. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Et donc, est une pédagogie alternative pour les enfants en difficulté, où on ne l'apprend pas forcément assis à des tables pendant des heures, mais plus dans le mouvement, dans l'activité, dans ça. Et donc, j'ai fait ma scolarité, ma primaire à Montessori. Et donc, je lis comme un garçon normal. Comme tout le monde maintenant. Mais qui m'a demandé une phase d'apprentissage bien différente que les autres. À la fois, c'est dur. Oui. C'est compliqué. Oui. Mais qu'est-ce que vous redonnez de tout ça? En fait, c'est vous donner plus de force aujourd'hui? L'acharnement, puisque je me suis dit, je dois pouvoir lire comme tout le monde, je dois pouvoir écrire comme tout le monde. J'écris avec beaucoup de fautes d'orthographe, parce que les règles de grammaire comme ça, racontées comme ça, écrites au tableau, ne rentraient pas, quoi. Il fallait me les expliquer, me les concrétiser, il fallait me montrer des exemples, donc ça demande plus de temps. D'où la pédagogie Montessori, où il y a moins d'élèves en classe, mais plus de professeurs. C'est l'inverse que le système normal. Et donc, grâce à cette méthode, grâce aux enseignants bienveillants que j'ai eus, j'ai compensé tout ça.
Et quand on voit votre parcours, ça fait du bien d'entendre ça. Ça veut dire qu'en fait, on peut peut-être avoir des difficultés, mais avec le temps, on guérit de tout ça. On guérit. La dyslexie ne s'en va pas. Hein. C'est quelque chose, c'est dans nos gènes. Hein. C'est quelque chose. Mais on compense, puis on développe des stratégies. Et notre cerveau est bien fait. Il est intelligent. Oh, oui. Et donc il compense, il réfléchit différemment, et on crée d'autres chemins. Là où les routes sont tracées, nous on fait des petits chemins. Le cerveau a un grand cœur en tout cas. Oui. Le théâtre a été un remède en fait pour vous. C'est ma passion. Jouer, que ce soit dans les tournages. Là, je viens de tourner une web-série avec 2 jeunes prometteurs qui se lancent dans leur première web-série. Peu importe ce que je fais de ce métier, c'est ma raison de me lever le matin. Je disais l'autre fois à ma meilleure amie, on dînait ensemble la semaine dernière, et puis je lui dis, franchement, si demain je dois plus faire ce métier, je la regarde, je dis, toi qui me connais bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je vois qu'elle réfléchit, elle commence à regarder son plat, son verre et tout. Je dis non, franchement, fais un effort, tu me connais. Qu'est-ce que je ferais si je sais pas ce métier? Eh ben, franchement, je sais pas. Elle me dit serveur, ce serait catastrophique. Elle dit non, tu serais catastrophique dans tout. Non, il y a que ça, t'es obligé de continuer. Bon, je suis obligé de continuer. Ne baisse pas les bras, voilà. Ne baisse pas les bras, Antonin. Vous coécrivez justement votre première pièce de théâtre avec le comédien Gilbert Couturier. Sauve-toi, la vie t'appelle. Oui, alors, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Présenté en avant-première au théâtre de Jacques Chirac à Paris, présenté en présence de Lynn Renaud, justement. Pour vous, c'était un honneur, un hommage. C'est une consécration aussi. Oui, et puis cette pièce, c'est vraiment, on me proposait toujours un peu les mêmes rôles, puis on m'en a plus proposé, puis c'était pas intéressant. Bon, puis évidemment, j'en ai eu marre. J'ai dit bon, je vais m'écrire ma propre pièce, je vais écrire ma pièce, mon histoire. Et donc j'ai coécrit avec Gilbert Couturier, Sauve-toi, la vie t'appelle. Et là, on a vu les choses en grand. C'était la première pièce que j'écrivais. C'était une partie de mon histoire avec beaucoup d'humour. C'était une comédie dramatique. Et là, on s'est dit ok, on fait la première à Paris avant la tournée. C'était des rêves de gosse. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Et Gilbert Couturier, Jean-Jacques Durand, Myriam Frino, Sébastien Molina, toute la bande de production, de metteurs en scène et tout, ils ont rendu possible mon rêve de gamin. Et donc on a joué la première au théâtre Jacques Chirac à Paris dans le 17e. Il y avait Lynn Renaud et Firmin Richard en tant que marraine. C'était une magnifique soirée. Puis on est parti en tournée. On est parti au Festival d'Avignon avec cette pièce. Tout à fait, ce festival qui est magnifique. Que j'adore. C'était mon premier festival avec une de mes propres pièces. C'était quand même magique. C'était un rêve de gosse. Et donc j'ai vécu le Festival d'Avignon comme un rêve, quoi. Jusqu'au bout, vous irez, vous ferez, comme dirait la chanson, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. En 2022, vous créez un récital mot pour mot, mise en scène par Mathieu Barucan. Ouais. Des textes essentiels destinés justement à être chantés. Et pourquoi ce répertoire? Alors j'ai fait 2 récitals, j'ai fait mot pour mot et double face qui se sont suivis. J'ai eu très envie, et ça je dois reconnaître, j'ai eu la chance de voir à plusieurs reprises le récital de Madame Sylvie Vartan, ce piano-voix, et j'ai trouvé ça magnifique, les piano-voix où parfois elle ne chantait pas mais elle parlait, elle racontait les textes. Bon, puis ça a fait son bonhomme de chemin. Et puis j'ai contacté Mathieu Barucan pour le premier. J'ai dit ok, je voudrais faire un piano-voix. Mais je suis pas chanteur, donc je vais pas me mettre à chanter. Par contre, je suis comédien. Et si on alliait la musique, les notes et les paroles, et qu'on faisait quelque chose de moderne. Parce que le mot récital, les gens font « Oh, un récital, on imagine le pied de micro et les mains tendues vers le ciel ». C'était pas ça, c'était très moderne. Et donc on a créé tout un récital piano-voix, d'abord qui s'appelait mot pour la première tournée, puis on a fait une version 2.0 quand on a vu que ça prenait de l'ampleur, qui s'est appelée double face, et je suis parti en tournée, on l'a joué presque une vingtaine de fois, on l'a même joué à Paris au théâtre de l'Île Saint-Louis, et on l'a joué ce piano-voix avec une musicienne qui est merveilleuse qui s'appelle Myriam Frino, et qui donc est une virtuose de la musique, puisque on dit souvent que c'est les chanteurs qui suivent les musiciens pour le rythme, et c'était elle qui me suivait. Au fil de mes émotions et de mes pensées à travers les textes, elle adaptait sa partition, ce qui est royal. C'est un petit peu comme les fables de La Fontaine. Exactement. En ce moment, avec Brigitte Fossé, avec Daniel Laval, qui sont tous les deux justement jusqu'au 23 décembre au théâtre de Poche à Montparnasse. C'est Brigitte Fossé qui récite et c'est Daniel Laval qui se met à côté de Brigitte
pour pouvoir vraiment être liées toutes les deux avec les émotions quand elles chantent les fables. Donc vous, c'était un peu la même chose en fait. Exactement. Et il fallait choisir un large panel de textes, puisque je me souviens qu'on avait des textes de Grand Corps Malade, on avait des textes qui sont pas faciles, qui sont très difficiles. On n'a pas l'air comme ça, mais c'est très difficile le Grand Corps Malade. Ouais, donc il y avait Grand Corps Malade, Serge Gianni, Aznavour, Amanda Lear, Galia Salimo. Voilà, il y avait c'était vraiment une panoplie. C'était une diversité. Voilà, le but c'était pas de choisir un thème. C'était de choisir les textes qui me plaisaient. Et on s'est rendu compte finalement des deux thèmes qui sortaient, c'était le temps de l'amour, le temps qui passe et l'amour qui évolue avec. Et donc mot pour mot, c'était les mots pour les mots, première version, puis ensuite on a agrandi, on a rajouté des musiciens, on a rajouté du budget, on l'a fait grandir, et c'est vraiment Double Face qui s'est fait connaître. Et ben après Double Face, vous écrivez en 2023 Femme de cœur. Oui, alors ça, pareil, repris alors, ma Femme de cœur, c'est aux éditions La Fontaine Siloué, à la suite de vos rencontres avec 10 femmes, aux carrières exceptionnelles, des femmes de cœur qu'on aime tous, que tu connais bien. Et que je connais bien, qui se livrent à un jeu de questions-réponses avec vous pour partager leur expérience et leurs souvenirs parcourus. À la découverte de vous-même, pour vous, c'était le moyen de renforcer les liens, la conviction de votre sensibilité pour devenir comédien? Oui, exactement. C'était des rencontres exceptionnelles de ma vie que j'ai rencontré tout au long de ma vie, et puis je me suis dit mais quelle chance j'ai de partager ces moments avec ces femmes hors du commun, et que je me suis dit je peux pas garder ça pour moi, il faut que j'en fasse un livre. Et c'est Galia Salimo et Cyrielle Claire qui m'ont un petit peu soufflé l'idée toutes les deux, puisque Cyrielle a trouvé le titre. Je lui ai dit voilà, je vais faire un portrait sur des femmes qui m'inspirent. Elle m'a dit c'est les femmes de cœur, et Galia était la première à répondre présente sur ce livre. Donc ce sont des portraits, on parle pas d'argent, on parle pas de nombre d'albums vendus, c'est un partage d'histoire et de bonheur. Voilà. Et surtout comment ces femmes-là de cette génération-là, de cette époque-là, ont fait carrière, et comment elles ont fait des carrières dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu dans une période, et je m'inclus dedans, où on est un peu des étoiles filantes. Quand on arrive, on fait quelque chose, et j'ai l'impression qu'on disparaît aussi vite. Elles ont 40, 50, 60 ans de carrière. Comment se renouveler sur 60 ans de carrière sans lasser le public? Voilà, c'était un peu... Aujourd'hui, on vous oublie vite, pensez? Je trouve qu'aujourd'hui, on est un petit peu la génération des étoiles filantes. On passe à autre chose rapidement. Ouais, avec les réseaux. C'est de la consommation. C'est un peu l'impression que j'ai. J'ai un peu peur que ce soit on fasse quelque chose, ça cartonne, on est aimé, et si on ne fait rien dans la foulée qui marche, est-ce qu'on peut tout dire aujourd'hui, ce qu'on pouvait dire avant? Je ne sais pas, je pense qu'il faut... L'autre fois, je discutais avec une amie qui me disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, par exemple. C'est vrai. Donc je pense que voilà, les époques changent, c'est ni mieux ni moins bien. Il faut vivre avec son temps. Moi, je suis de la génération... oui, il faut être moderne et tout ça. Mais il ne faut pas oublier notre passé, notre culture. Moi, je suis le premier à traîner avec des gens de mon âge, à traîner avec des gens qui ont 60, 70, 80 ans. Donc je trouve que c'est le choc des générations, le mélange des époques qui fait la réussite. Puis en plus, c'est très intéressant de partager ces moments-là. Alors, vous avez partagé justement avec Chantal Goya, Nicoletta, Sophie Darel, Isabelle Aubray, Galia Salimo, Cyrielle Claire, Juliette Tressani, Firmine Richard, Gilles Caplan, Armand Altaï. Voilà. Alors, vous aimez les surprises? J'adore les surprises. Alors, j'ai un petit message. Nous allons écouter, j'ai un petit message d'une première personne. On va écouter déjà cette première personne qui vous adresse ce bonheur. Bonjour Antonin, j'espère que tu vas bien. Alors dis-moi bravo pour ce joli livre. Et ce qui est très touchant, c'est que tu t'intéresses beaucoup aux comédiennes, aux chanteuses. Tu écoutes et tu vas voir tout le monde. Moi, je t'ai connu beaucoup plus jeune que tu n'es devenu. Hein, tu es grand et tu as beaucoup de talent. Je t'ai vu sur scène. J'espère que tu continues à travailler parce que tu vas devenir quelqu'un. Ça, j'en suis sûre. Hein, et bravo pour ta patience, l'intérêt que tu as pour les choses de création, c'est très très bien. On est fiers de toi et je t'embrasse très fort et je te dis bonne chance, bon vent et à très bientôt. Merci beaucoup Nicoletta de ce témoignage. On s'est eu encore hier soir, nous avons discuté et longuement sur ta carrière, sur sa voix que vous avez en commun.
Merci pour ce cadeau, Nicole. Merci, Frédéric. Voilà. Ah là là, mais je suis très touché. Et Nicoletta qui est en tournée justement et qui est encore en 2025, une magnifique tournée. On la retrouve aussi le 18 janvier 2025 aussi. En tout cas, on lui souhaite plein de bonheur et merci encore. Je l'ai vue sur scène, elle est magistrale, elle est grande, elle a une voix incroyable. Et je suis très touché par le petit mot merci de la surprise. Je savais que le trésor du bonheur, c'était des surprises, mais alors celle-ci, je m'y attendais pas. Vraiment, oui, je suis un peu ému. En plus, vous la connaissez bien puisqu'elle vous a connu tout jeune. Elle m'a connu tout jeune. Elle m'a connu, j'avais 13 ou 14 ans, je crois. Et vraiment, elle m'a materné, quoi. Et on se retrouve régulièrement aux soirées et tout ça. Et elle me materne encore. C'est très mignon. Et la Savoie que vous avez en commun. Oui. Comme je sais que vous aimez les surprises, j'ai quelqu'un d'autre qui voudrait vous parler, vous entendre, vous écouter, vous transmettre quelque chose. Nous allons continuer par ce deuxième témoignage. Mon cher Antonin, t'as de beaux yeux, tu sais. Mais en plus, tu as énormément de talent. Alors je te souhaite le meilleur pour ta carrière qui démarre, ta carrière d'acteur, ta carrière d'auteur, car j'ai vu ta pièce à Avignon et j'ai trouvé qu'elle était profonde, bien écrite et bien interprétée, bien sûr. Alors bravo et continue sur ce beau chemin de lumière. Merci beaucoup, Cyrielle Claire. Incroyable. Mais dis donc, vous m'en avez réservé des surprises. Cyrielle, oui. On a partagé Avignon ensemble, des moments. On a tracté ensemble. Alors, c'était drôle. On avait établi tout un processus de tractage. Et donc, pour tracter ensemble, j'arrivais aux tables des gens. Je dis, est-ce que vous avez tous vu le professionnel? Oui. Vous vous souvenez d'Alice? Oui. Elle est là. Et Cyrielle arrivait, et voilà. Et elle tractait. Et après, elle disait, vous voulez voir un petit jeune? Oui. Ben, il est là. Et on tractait. On a passé un moment exceptionnel. Cyrielle, on t'embrasse. Qui est aussi en tournée avec Marlène Dietrich, elle le fait divinement bien. Divinement bien. Et elle est venue dans ton émission. Aussi. J'ai suivi ton émission et j'ai trouvé qu'elle s'est confiée de façon très touchante à toi et j'ai trouvé votre émission tous les deux magnifique. Souvent on me dit confidence pour confidence. Alors justement, on va continuer les surprises et ça s'appelle une confidence aussi. Je voudrais qu'on écoute le troisième message. C'est pas possible. Si. Salut Antonin, c'est Galia. Quelques mots pour te dire combien je suis heureuse et fière de te voir avancer sur le chemin du succès. Et un tout petit conseil, quand tu douteras, n'oublie pas de regarder d'où tu viens pour savoir où tu vas. Voilà, c'était le conseil du jour. À bientôt, salut. Merci beaucoup Galia Salimo. Que je l'aime. Je l'adore. Vous nous faites tous les titres de Johnny là. Oui, que je l'aime. Alors Galia qui a justement écrit plusieurs livres, mais en tout cas quand j'étais un petit garçon aux éditions Plomb, et quelque chose en moins ou de plus de chez Robert Laffont. Ouais. Galia, elle a un rôle très important dans ma vie puisque quand je suis arrivé à Paris, elle a été un petit peu un mentor, un repère. Elle m'a beaucoup conseillé et elle me conseille encore. Oui. Elle m'a énormément coaché. Galia, c'est Galia le bon conseil. Et elle le fait là dans son message. C'est la reine de la nuit. C'est la reine de la nuit et c'est un petit peu une des reines de mon cœur. Oui, en tout cas nous aussi on l'aime. C'est une femme vraiment qui a un grand cœur et un état d'esprit mais serein. Elle aime partager, elle aime transmettre et elle analyse si bien les choses, elle analyse si bien les situations, les gens. Elle a vraiment un instinct développé d'analyse qui est impressionnant. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas fini. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure parce qu'en fait, il y a une autre personne qui va vous parler et vous allez voir, c'est pareil, c'est un amour. Je vous laisse écouter ce témoignage. Bonjour, je suis Sophie Darel. Je voulais absolument laisser ce petit message pour Antonin, parce qu'Antonin, il est plein de talent, il est tout jeune, il va faire une carrière formidable. Alors comme on est en période de vœux, que lui souhaiter le mieux, que la réussite, mais de toute façon, je ne me fais pas de soucis pour lui, parce que je suis sûre que ça va marcher formidablement bien pour lui. Voilà, Antonin, je t'embrasse, plein de bonnes choses pour la nouvelle année, et puis on pense à toi très fort, je ne me fais aucun souci pour toi, tout va bien se passer. Je t'embrasse, à tout vite. Merci Antonin, bisous.
Merci beaucoup Sophie Darel qui nous écoute. De toute façon, les 4 personnes nous écoutent, nous entendent, voilà. Merci à Sophie puisqu'elle a aussi son dernier album. Oui. Elle chante merveilleusement bien. Sophie, c'est une joie de vivre. Je me souviens quand j'ai fait son portrait Femme de cœur, elle m'a accueilli chez elle avec Jacques. On mangeait des truffes au chocolat en même temps qu'on enregistrait le portrait. Et elle me fait rire et surtout elle me touche. Et puis elle est présentatrice, comédienne, imitatrice. Enfin, je veux dire, pour revenir vers ma région, c'est un couteau suisse, Sophie. Elle sait tout faire et avec beaucoup de talent et surtout c'est une telle joie de vivre. Moi, je m'inspire de cette joie de vivre et de cette énergie, cet entrain. Ouais. Alors, vous voyez, c'est ça, l'art du bonheur, c'est de passer des moments, des petits messages. Toutes ces femmes, elles comptent toutes pour vous, ou il y en a une qui est plus, ou ils ont chacun un intérêt, c'est pas un intérêt, attention, ouais, oui, bien sûr. C'est vraiment quelqu'un vous apporte, ils ont tous quelque chose à vous apporter, différente. Oui, elles ont. Ou à plus que d'autres. Il n'y a pas de plus ou de moins. Par contre, ce qui est fascinant, c'est que je suis à l'âge de construction aussi. Je construis ma carrière, je construis ma vie, j'avance, je me nourris. Et ce sont des femmes, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu leur rendre hommage dans ce livre, c'est qu'elles m'inspirent. Elles ont inspiré tant de générations, tant de personnes. Et elles m'inspirent encore par leur parcours, par leur détermination. Et donc chacune apporte. Je sais que Galia, par exemple, elle m'a beaucoup apporté de conseils sur moi avec moi-même, sur qui je suis, comment être, comment avancer, la prestance, le charisme, les tenues, enfin, donc Galia et tout ce conseil-là. Nicoletta, il y a quelque chose de très maternel, quelque chose de soutien, elle est là à mes premières, elle est là, elle va témoigner son amitié, son soutien, voilà, je me souviens de soirée où elle m'a ramené à la maison en voiture, enfin, de choses comme ça, très maternelles. Et Sophie, c'est toujours, je sais que si j'ai pas le moral, si j'ai un coup de blues et que j'appelle Sophie, dans 5 minutes, mon coup de blues est passé. Donc chacune a quelque chose qui me rapporte à ma vie quelque chose en plus. Un plus. J'ai pas pu. On les connaît tous. Chantal Goya aussi, Isabelle Aubray. Enfin, toutes ces personnes. Sinon, on passait des heures. On passait des heures. En tout cas, mais là, 4, je suis vraiment surpris de les entendre. Il faut absolument que je récupère les messages et je vais les garder. Je vous transmettrai justement ces dédicaces. Ah là là, je suis très touché. Et quand je les ai appelés pour toi, ils étaient très heureux de pouvoir témoigner, te remercier et te dire les 5 lettres pour avancer dans l'avenir. C'est surtout ça. Aujourd'hui, vous êtes en tournée avec la Comédie des Alpes à Chambéry. Alors attention, dans Sexe, Magouille et Culture Générale, une comédie culte de Laurent Baffy, justement, mise en scène par Thomas Caruso Aragona. Comment a eu lieu cette rencontre et cette naissance, en fait, et cette complicité, en fait? Alors ça, c'est magique. C'est là vraiment ce qui m'est arrivé là très récemment. Thomas Caruso, il est connu parce que c'est un parolier. Il a écrit pour Louane, Jennifer. Tout à fait. Il a écrit vraiment des tubes. Et à côté de ça, il a une plume d'auteur et de théâtre. Et il a ouvert son théâtre à Chambéry qui s'appelle la Comédie des Alpes. Donc le principe, c'est qu'il reprend, crée, écrit des spectacles qui sont joués une fois par mois à la Comédie des Alpes et puis qui partent en tournée ailleurs, qui vont faire le festival d'Avignon, il a des projets sur Paris, voilà. Mais il les crée dans notre région natale parce qu'il est originaire de Chambéry comme moi. Bien sûr. C'est quand même fou. C'est fou. Donc je reviens faire mes premières dans mon pays natal et ensuite je pars en tournée avec. Quel cadeau de la vie, quelle coïncidence. Moi qui ai quitté Chambéry pour faire des dates à Paris. Et maintenant, on me rappelle à Chambéry pour créer des choses qui après viennent à Paris. Pourquoi pas? J'adore le concept. Donc Thomas Caruso a remis au goût du jour la comédie culte de Laurent Baffy, qui est Sexe, Magouille et Culture Générale, qui est une satire des jeux télévisés. Tout à fait. Ce que j'allais dire, c'est une parodie d'un jeu télévisé. Voilà. Et il m'a dit, écoute, on a besoin d'un présentateur déjanté, complètement exubérant, en paillettes, grande vedette, mais qui doit pouvoir capter la sympathie des gens. Voilà, c'est un rôle physique. Il y a des chorégraphies, il y a des punchlines dans tous les sens. Il va falloir y aller. Et j'ai dit oui, tout de suite. J'ai pas lu la pièce, je connaissais pas la pièce pour être honnête. Et j'ai dit oui, écoute, je voudrais en plus je sortais du piano-voix, donc je voulais refaire de la comédie, ça tombait bien. Et donc on a fait nos premières le 12, 13 et 21 décembre, voilà. On a affiché complet pour les 2 premières, on a une date de tournée et on est programmé au moins sur 3 ans de tournée, 3 ans de vie. 3 ans de vie. 3 saisons. Voilà, donc ça sera Sexe, Magouille et Culture Générale. Sur Paris aussi. Ça va se faire. Ça va se faire. J'ai haut les cœurs.
cœur. J'ai hâte, j'ai hâte, avec grand plaisir. Sinon, je descends à Chambéry, en tout cas. Oh là là. En tout cas, également en tournée avec un spectacle intitulé Nuit, brouillard et lumière. Alors ça, c'est une folle Ça, histoire. c'est autre chose. Alors, C'est un spectacle récital et musical de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, rien à voir. C'est des paroles et musiques et des résistants. Vous jouez auprès de Miss Myriam Frino et Jean-Jacques Durand. C'est le hymne de la liberté. C'est ça. Ça, c'est un spectacle assez fou qui n'a donc rien à voir. C'est vraiment l'antipode de Sexe Magouille et Culture Générale. Mais la magie de ce métier, c'est de pouvoir faire du drame comme de la comédie. Et là, comme on disait au début de l'émission, justement, il faut faire. On peut passer du fédo au comique, on peut tout faire. Et là, c'est vraiment le cas. Et alors ça, c'est une histoire assez folle. Jean-Olivier Vieux, qui est le procureur général du procès Klaus Barbie, tout à fait, vous donner une idée, est venu voir mon piano-voix Double Face. Et il m'a dit, j'aimerais produire un spectacle sur la libération, sur la Deuxième Guerre mondiale, mais quelque chose qui soit pas scolaire, qui soit pas plombant, qui soit pas donneur de leçons. Je voudrais un spectacle musical, théâtral, sur cette Deuxième Guerre mondiale et sur tous ces chants, ces lettres, ces mots de libération qui ont été portés et donnés. Donc c'était un message lourd. Et j'ai dit, ok, tu vois l'équipe que j'ai dans Double Face, la pianiste, je dis, on prend la même équipe et on construit un spectacle spécial pour ta commande, Jean-Olivier. Il m'a dit, ok. L'équipe a bossé presque 1 an dessus, retrouver des témoignages, des textes, choisir les bons textes au bon moment, écrire une histoire, construire le décor, toute une scénographie. Nuit, brouillard et lumière, c'est des lettres en fait écrites par les résistants, des lettres. Et par les gens de la libération. Exactement. Et surtout, il y a aussi plein de textes comme Jean Ferrat. Bien sûr. Ils étaient 20 et 100. Nuit et brouillard. Enfin, il y a plein de textes, et donc c'est l'histoire d'une famille de 3. Sur scène, il y a un appartement. C'est un appartement abandonné. On voit des valises renversées, un fauteuil sous un plaid, une armoire, un ancien drapeau français piétiné, un mannequin. Et donc arrivent sur scène 3 personnes habillées en noir, une femme avec une étoile jaune, juive, un homme avec un triangle rouge, un communiste, et un homme avec un triangle rose, un homosexuel, que je joue moi. Et on comprend très vite que ces 3 personnes sont mortes. Ils n'existent plus, ce sont des spectres. Mais ils se retrouvent dans l'appartement où qu'ils ont dû quitter pendant la guerre. Et ils retracent l'histoire de cet appartement et de la vie qu'il y a eu dedans pendant, après la guerre. Qu'est-ce qui vous a plu pour accepter ce rôle en fait ? J'ai pas accepté tout de suite, pour être honnête. C'est lourd, c'était lourd, et puis j'avais peur de pas avoir les épaules. Puis surtout qu'on m'a donné, ce qui m'a fait peur, c'est qu'on m'a donné le texte de Jean Ferrat, Nuit et brouillard, que je fais avec le piano et les musiciens et que je dois porter en disant les Allemands guettaient des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez. C'était lourd à porter. Et je me suis dit ok, là j'ai pensé à Isabelle Aubray qui m'avait déjà conseillé sur mon premier piano-voix, et je me suis dit c'est moi qui dois me mettre au service du texte. Je dois être un petit ouvrier du texte. Et donc, c'est pas le texte qui doit me servir, c'est moi qui dois servir le texte. Donc, il va falloir que j'y aille à fond. Et finalement, je suis très heureux. Mais j'étais anxieux. Un des spectacles où j'ai été le plus anxieux avant la première. Noué, le ventre noué, le strac d'être... parce que c'est tellement sérieux comme sujet, tellement encore d'actualité. Tout à fait. Que j'avais le ventre noué. Et on a tous des grands-parents, arrière-grands-parents, oui. On a retrouvé tous des lettres dans la logique des Évidemment. choses. Vous êtes attaché aux valeurs de la France, en fait, de notre liberté. Oui, la liberté... On a tellement besoin de la liberté. On est un pays de liberté, il faut le garder, il faut conserver nos libertés, conserver nos droits. Voilà, je suis très attaché à la liberté. La liberté d'être soi, la liberté de vivre sa vie. Alors, tellement important. Cyrielle Claire disait liberté, égalité, fraternité. Elle dirait liberté... Elle disait un autre mot, pas bienveillance. Ça va me revenir. J'ai un petit bienveillance, ça marcherait. Mais il y a la bienveillance, mais aussi un autre nom. Elle changeait justement. Il y avait liberté, dignité. Voilà, liberté, dignité. Oui. Et je trouvais que en fait, il y a une dignité par rapport à cette pièce que vous évoquez, La Nuit et brouillard de Jean Ferrat, donc en mémoire de son père, victime des nazis. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce spectacle ? C'est des souvenirs de famille pour vous aussi. Ça vous
de ce que vos parents vous ont retracé? De ce que mes grands-parents, j'ai eu la chance de connaître mes 4 arrière-grands-parents, mes 4 arrière-grand-mères. Toi aussi, c'est fou. 14, 18, 39, 45. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est beau. Donc, je les ai connus. J'ai même eu une arrière-grand-mère, centenaire. Donc, ils m'ont raconté un petit peu par bribes. Et puis après, la magie de ce spectacle, c'est que je me suis renseigné et j'ai regardé ce documentaire qui s'appelle Nuit et brouillard, qui dure 40 minutes en noir et blanc. Rien que ça, quel frisson, Ils en parlent plus, les personnes âgées qui ont connu cette guerre, 14-18, 39-45, donc 14-18 un peu moins maintenant, mais ils en parlent plus facilement qu'il y a quelques années. On ne parlait pas de ça. Oui, c'était tabou. C'était tabou. Ce qu'il est moins aujourd'hui. Tout à fait. Et oui, c'est un très beau spectacle et je remercie la mise en scène de Jean-Jacques Durand et toutes les partitions musicales de Myriam Frino parce qu'ils ont construit à eux deux vraiment un spectacle. On l'a joué au Théâtre Charles Lulin devant 450 personnes. C'était complet. Et c'était fou pour moi. Je me suis dit, voilà, le petit garçon que je suis chante les mots des grands. Vous être fier, Antonin, en tout cas. Et justement, il n'y a pas lieu d'arrêter puisque vous êtes aussi, à partir de mai 2025, la Comédie des Alpes à Chambéry, toujours, vous jouez le monologue du machin. Voilà. Alors là, on revient au sérieux. On reprend du sérieux. On reprend du sérieux, le monologue du machin. Comédie écrite et mise en scène par Thomas Caruso, justement à Ragona. En fait, c'est une parodie du célèbre monologue du vagin, spectacle féministe international, traduit en 45 langues, joué dans le monde entier. C'est le pendant, on va dire, masculin. C'est un spectacle qui questionne sur la place de l'homme aujourd'hui, avec humour, bienveillance. C'est la fin d'un mélange d'humour, de légèreté et de profondeur. La suite, et la seule chose est sûre, c'est d'après avoir vu cette pièce, vous saurez tout sur le zizi. Comme le chante si bien Pierre Perret. L'écriture est aussi intelligente et juste que le jeu des acteurs. Alors le jeu des acteurs, vous jouez dedans, c'est un défi. Oui, alors ça, c'est assez fou puisque donc il y a les monologues du vagin que tout le monde connaît. Thomas Caruso a écrit les monologues du machin et m'offre un rôle dedans, un rôle qui est exquis, enfin qui est vraiment sur mesure pour moi. C'est moi avec des curseurs augmentés. Donc voilà, il m'a fait rire une fois, il m'a dit je voudrais une sorte d'Amanda Lear mais qui est pas Amanda Lear. Alors j'ai dit tu veux Amanda Lear sans avoir Amanda Lear. Il dit non, je veux Antonin. Bon, j'ai dit alors tu auras Antonin. Et donc j'attaque en mai les représentations, pareil sur plusieurs saisons. Et normalement, il a beaucoup de projets pour ce spectacle, un petit peu en off. Pour l'instant, rien n'est encore mais je sais qu'il l'envisage à Avignon, il l'envisage dans un très joli théâtre à Paris. Il m'en a parlé la semaine dernière. Donc ce spectacle va aller loin et je suis très fier d'en faire partie. Je vous le souhaite en tout cas. Comme dirait Amanda Lear, la boutique est fermée, mais là elle est pas fermée. C'est vraiment, ça va être quelque chose de délicieux à mon avis, à mourir de rire. C'est toujours un sujet d'actualité entre justement le monologue du vagin. Maintenant, là, on parle du machin. Est-ce que c'est toujours un sujet d'actualité pour vous? Oui, en tout cas, moi je prends tous les projets qu'on me propose. Là, c'est vrai que c'était les monologues du machin, j'ai trouvé ça si drôle. J'avais peur, en fait, pareil pour Sex Magou et tout ça, ce que j'aime bien quand même, c'est la qualité d'écriture. J'ai peur de tomber, quand on parle du cul, pour être honnête. Il faut être hard, mais pas vulgaire. Voilà, j'ai toujours peur de vraiment les trucs plan-plan, has-been, beauf. Alors, s'il y avait une chose que je déteste dans la vie, c'est la beaufitude. C'est la beaufrie, je sais pas comment on peut dire. Oui. Je sais pas si ça existe, mais enfin bon. La friterie. Ouais, ça vraiment, les spectacles, ça vraiment, je l'aime pas. Donc ça, j'aurais refusé. Mais là, ce qui est fascinant, c'est que c'est très très bien écrit. Et donc, du coup, on parle de sujets délicat ou parfois ou pas habituel, avec une élégance et une si belle écriture que ça passe tout seul et que les messages sont compris, les anecdotes, tout ça. Et donc je félicite vraiment Thomas et toute son équipe pour l'écriture de cette pièce. Comme disait Hermine de Clermont-Tonnerre, elle disait une chose, c'est qu'on peut tout dire avec humour et élégance. Oui, ça, voilà. Je suis certain. Et elle n'aimait pas la vulgarité, mais elle préférait le art de bien fait et bien dit. Voilà. Allez, on passe à l'actu du cinéma. Vous allez au cinéma, Antonin? Oui, je vais au cinéma, bien sûr. Lequel dernier film que vous avez été voir? J'en ai vu 2 là, quasiment successivement. J'ai vu Aznavour, que j'ai adoré, magnifique, et j'ai vu L'amour ouf. Et L'amour ouf aussi. Ouais. Allez, l'actu cinéma à l'affiche demain, le dernier Disney. Découvrez l'origine de la légende de Mufasa, le roi lion.
par la suite, Sous les écrous, un film de Hakim Bougarda, un film sur le milieu carcéral qui est très très intéressant. Vous avez après le portrait flamboyant d'une légende de Sarah Bernard, La Divine, avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Allez, on passe à l'actu du théâtre. L'actu théâtre, le duplex au Théâtre de Paris avec Annie Dupéré, Francis Perrin, Corinne Touzé, Pascal Légitimus. C'est un carton prolongation. Nous allons passer aussi au Théâtre Le Pic dans le 18e, Changer l'eau des fleurs, d'après un best-seller de Valérie Perrin. Et en côté littéraire, nous allons justement parler du dernier roman de Valérie Perrin, Tata, chez Albin Michel. Et par la suite, le cinéma, c'est mieux que la vie de Claude Lelouch aux Presses de la Cité. Et vous avez aussi de Claude Lelouch le dernier film, Finalement, c'est que du bonheur. Merci beaucoup. Alors, Antonin, vos projets, vous avez justement, parce que là vous êtes au théâtre, vous avez des écritures, vous avez plein de projets. Le cinéma. Là, j'ai tourné une web série avec 2 jeunes garçons qui s'appelle Agent, où je joue un agent d'influenceur. Et donc, je reçois les futurs influenceurs dans mon bureau pour des marques de parfums et tout. Et je suis un agent assez exécrable, mais drôlement exécrable. C'est d'actualité. Voilà, qui rejoint. Ah oui, c'est très d'actualité. Tout à fait. Et donc, ça sortira en 2025. Voilà. Alors ça va pas, ça va. Voilà. C'est pétillant. Surtout, je suis un agent. Il y a un épisode où il m'explique que voilà, ils ont écrit un super scénario et qu'ils voudraient jouer leur rôle, et je leur explique qu'ils n'ont pas du tout le profil bankable. Donc je leur dis voilà, non, toi t'as un strabisme, toi non, tu fais 1m20, maintenant on veut des grands. Voilà. Ça me fait penser un peu à 10%. Oui, voilà. C'est donc, 10%, ou voilà. Sinon ça c'est Paris. Voilà, oui. Que justement Galia est dedans. Voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique. Allez Antonin, vous connaissez le questionnaire de Proust? Oh là. Le principal trait de votre caractère? Je suis déterminé. C'est bien. La qualité que vous appréciez chez un homme et chez une femme? La fidélité. Fidélité dans le sens, une fidélité en l'amitié, très fidèle, la fidélité profonde. La générosité. Voilà. Et la fidélité, voilà, on peut faire des erreurs et c'est pas pour autant qu'on lâche la personne. Oui, exactement. Ce que vous appréciez chez vos amis? Je suis quelqu'un qui adore recevoir de l'amour et j'ai 2 amis très proches qui sont toujours là pour moi et donc j'apprécie beaucoup leur bienveillance à mon égard. La bienveillance, l'écoute, la présence. Ouais. Votre principal défaut? Têtu, je suis têtu. Exigeant? Ouais, trop. C'est pas un défaut? Parfois ça nous rend la vie insupportable. Des fois, il faut savoir lâcher un petit peu, souffler, voilà. Et des fois, je le fais pas. Donc voilà, il faudrait que j'apprenne. Mais j'ai le temps pour apprendre. Mais tous les jours, on apprend. Tous les jours. Votre occupation préférée? Être sur scène. Et quand je suis pas sur scène, j'adore les tea time. Je suis très tea time. Je bois pas de thé, je bois de café. Mais j'adore les après-midi au café avec les copains, à discuter des heures, voilà. Et sinon, je regarde beaucoup de films. Votre couleur préférée? Le noir. Le noir. Votre fleur préférée? Les orchidées. Les orchidées. Blanches pour le coup. Blanches, oui. C'était la fleur préférée de mon arrière-grand-mère. Elle en avait partout. C'était une jungle d'orchidées. Ouais, donc j'adore les orchidées. Votre auteur ou poète préféré? Mon poète, je dirais... j'adore Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal? Ouais. Votre film préféré? Mon film préféré, Le Cercle des Poètes Disparus. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce film? Mon capitaine, cette scène où ils montent tous sur la table. Ouais. Je l'ai vu très tôt, très jeune, ma mère me l'a montré tôt et c'est resté comme quoi c'est une image marquante. Je revois vraiment la scène à chaque fois que j'en parle, j'ai la scène en tête. Votre mot préféré? Mon mot préféré, c'est formidable. C'est formidable? C'est formidable. Le mot que vous détestez? Le mot que je déteste, wesh. Wesh, ah ouais, ça c'est nouveau ça. Ouais, c'est vrai que les jeunes. Wesh, j'aime pas wesh, j'aime pas. Ce truc c'est diminutif, c'est moins inversé, je comprends rien. Oui, moi non plus. Ouais. Pourtant c'est de mon époque, je devrais comprendre. Non, j'y arrive pas. Je comprends. Je suis avec. Oui, je vous soutiens. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir? Le don de la nature que j'aurais aimé avoir, on peut partir loin. Ah oui. J'aurais adoré être invisible. Invisible? Oui, pour pas payer toutes les places de théâtre et pour me faufiler dans les théâtres pour voir autant de pièces que je veux, sans avoir à payer. Le pays que vous aimez?
La France, j'ai un vrai amoureux de la France. J'adore la France. Et vous êtes un voyageur? Oui. Un globe-trotter? Je suis un petit globe-trotter, oui. Je passe beaucoup de temps dans les trains, dans ma valise. J'oublie toujours des trucs d'ailleurs aux quatre coins de... Voilà. Et j'ai une passion, j'adorerais visiter, j'ai encore jamais fait les Amériques au sens plus large, faire un tour d'Amérique, voir un peu le rêve américain, ce que ça donne. Oui, il faut aller jusqu'à New York, faut aller sur... Los Angeles, Las Vegas. Se faire glisser sur les scènes. Ouais. C'est vrai que c'est un rêve, mais je vous le souhaite en tout cas. Voilà. Votre devise? Oser et travailler, c'est la formule du succès. C'est ce que j'avais marqué, j'avais entendu ça. Donc oser et travailler, c'est la formule du succès. Un hommage à Bernard Pivot. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? T'inquiète pas, ça va pas recommencer, tu vas pouvoir te reposer. J'adore, excellent. Pour vous, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, pour moi, le bonheur, c'est deux choses. C'est mon métier, c'est être sur scène, c'est avoir des projets et c'est passer du temps avec les gens que j'aime. C'est vrai. C'est mes deux bonheurs. C'est les deux bonheurs. Merci beaucoup Antonin Vera. Merci pour ce moment de bonheur que nous avons partagé ensemble. En tout cas, on peut vous retrouver sur scène avec Sexe, Magouille et Culture Générale. J'ai oublié l'autre. Et les monologues du machin. Les monologues du machin. Et Nuit de brouillard. Et Nuit de brouillard. Voilà, 2025 est bien rempli. 2025, ça y est, c'est blindé, c'est complet. Quelques dédicaces pour le livre? Oui, quelques dédicaces, toujours en librairie. Et puis quand on veut de moi, dans les salons où on m'accueille, je viens toujours avec plaisir. Et puis un festival qu'on va peut-être se croiser, le festival d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, évidemment. Présenté par Valérie Tullier, que je remercie et que j'embrasse. Festival du cinéma. Oui, je tourne des émissions là-bas. Voilà, je sais que tu tournes des émissions. Et écoute... Plein de bonheur en 2025. Merci. Et puis, merci à Alain à la réalisation, merci à Rabat, directeur de la radio Armada, merci chers auditeurs. On se retrouve l'année prochaine. Et oui, on se retrouve que l'année prochaine. Je vous souhaite surtout plein de bonheur. Prenez soin de vous et puis surtout de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc l'année prochaine. À bientôt. Merci Antonin. Merci à toi. Merci vraiment. Encore pour ce bonheur. J'étais très très heureux de te faire plein de surprises aussi. Ah oui, merci. Ça m'a beaucoup touché. C'est Noël avant l'heure. Voilà. Et la semaine prochaine, il y aura peut-être une petite pépite musicale. Ciao. À bientôt.